Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est heureux de vous accueillir ce soir. On commence à l'heure aujourd'hui parce que le programme est chargé. On est heureux de vous accueillir pour cette dernière séance de notre Club 35 pour cette saison. On reprendra au mois de septembre. Et ce soir, on vous propose un grand classique du western, Gunfight at the Hockey Corral. Et pour introduire la séance, nous avons nos compères, nos amis, Fabrice Duels, cinéaste, scénariste, et Jean-Pierre Hersker, historien des techniques du cinéma. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bonsoir. Alors, on est en période électorale, donc vos temps de parole seront comptés. Ça va être dur, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Go. Alors, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur Hockey Corral. Alors, de toute façon, on sait tous que c'est un western. Un western qui est un genre hyper important du cinéma américain, qui est presque constitutif du cinéma américain, c'est-à-dire que le western reparcourt les grands mythes fondateurs de la nation américaine. C'est un peu comme le kabuki dans la culture nippone, donc de manière épique. On reparcourt à travers le temps et à travers l'éveil de conscience, les grands mythes fondateurs de la nation. En ce sens-là, Hockey Corral est vraiment un film charnière, un film important. D'abord parce que vous devez tous savoir que le règlement de compte à Hockey Corral a vraiment eu lieu. Il y a vraiment eu une fusillade à Hockey Corral avec des protagonistes qui ont réellement existé. Wyatt Earp, Doc Holliday, ils ont vraiment existé. Et ce mythe fondateur, en fait, a été parcouru par le cinéma américain depuis ses origines. 11 ans avant Hockey Corral, Ford faisait My Darling Clementine. Alan Dwan a fait un film sur Hockey Corral, Jack Turner aussi. Ce qui est fondamental ici, c'est que on a ces deux personnages, donc ces deux protagonistes, Wyatt Earp et Doc Holliday. Donc l'un est un homme de loi qui est un homme froid, implacable, très ambigu. Il est shérif le jour et il est tenancier de bordel la nuit. Et Doc Holliday est un chasseur de primes, tueur obsessionnel et raciste pathologique. Et ces deux hommes, en fait, s'attirent. Il y a comme une attraction, une fascination qui les aimante. Et ça, c'est très, très constitutif du cinéma américain et des fondamentaux américains, parce que l'Amérique, à travers le cinéma, se questionne sans arrêt et questionne son péché originel, c'est-à-dire la violence. La violence, c'est-à-dire comment la contenir et comment la dompter, en fait. Et en ce sens-là, ces deux personnages, ces deux figures mythologiques sont très, très importantes, et on va les revoir à travers le temps. Donc là, on est en 1957. Ce film est un film de John Sturges, on le sait tous. 3 ans plus tard, il fera son film le plus célèbre, Les 7 mercenaires. Mais ce film-ci est un film charnière, encore une fois, je l'ai dit, mais c'est d'abord et avant tout un film de producteur. C'est le film de Al B. Wallis. Et Al B. Wallis est un producteur très important du cinéma américain des années 30 aux années 70. C'est le producteur, entre autres, de Casablanca, qui, lui, va vouloir, sur le modèle de Ford, donc de My Darling Clementine, refaire cette histoire-là, Hockey Corral. Donc pour ça, après, il se pose la question du casting. Il embauche Burt Lancaster, qui va faire Wyatt Earp, et Kirk Douglas, qui va faire Doc Holliday. Un rôle qui lui va parfaitement, vous allez voir. Enfin, tous les excès de Kirk Douglas sont là. Pour ce faire et pour les contenir, parce qu'il s'agit quand même des deux acteurs les plus rudes, les plus badass du cinéma américain hollywoodien des années 50. C'est quand même des mecs alcooliques, c'est des bagarreurs, c'est des têtes de cons, les deux. Donc il faut un metteur en scène qui puisse tenir tête à ces deux acteurs et en même temps qui soit suffisamment souple pour Wallis. Son choix va se porter sur Sturges. Pourquoi ? Parce que Sturges a fait quelques westerns auparavant. Fort Bravo, L'homme du passé, et ce film Backlash en français. Le titre français m'échappe, peu importe. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui connaît le western, qui connaît le cadre westernien. C'est quelqu'un qui a très bonne réputation, qui travaille très vite et qui tourne principalement en extérieur.
Donc Wallis est en confiance parce que Wallis veut faire un sur-western, c'est-à-dire qu'il veut faire un film qui soit comme un opéra baroque et mythologique, qui plaise aux initiés du western et aux non-initiés. Et là où Sturges va absolument dépasser toutes les attentes, c'est qu'il transcende son sujet en utilisant et en multipliant en fait la dramatisation de tous ces effets. Jean-Pierre va en parler, on va parler de la couleur, du Vestavision, de la direction d'acteur, de la musique de Tiomkin. Vous allez voir, l'utilisation de la musique épouse complètement les contours dramaturgiques du film. Enfin, il réussit quelque chose de complètement étonnant. Et ce film charnière fait basculer en fait le western américain qui était jusqu'à ce moment-là, qui était un cinéma qui était plus lyrique et plus romanesque, notamment on pense à Ford. Ford est toujours la même histoire et très très différente chez Ford, c'est vraiment très très romanesque. Ici, on bascule vers le tragique, le sens du tragique et le crépusculaire. Et 2 ans plus tard, on a L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann, qui aurait probablement pas vu le jour si OK Corral n'avait pas été fait. 10 ans plus tard, Sturges tourne la suite de ce film. Il reprend exactement là où le film s'est arrêté. Le film s'appelle Hour of Gun, en français 7 secondes en enfer, qui est un film très méconnu de Sturges, un des westerns préférés de Bertrand Tavernier, un film absolument incroyable où il reprend... le casting a complètement changé. Tu as James Garner qui fait White Earp, tu as Jason Robards qui fait Doc Holliday et Robert Ryan qui fait Ike Clanton. Pardon. Mais encore une fois, c'est aussi un film charnière parce que c'est un film qui est fait en 67 et 2 ans après arrive La Horse sauvage de Peckinpah. Donc en fait, les 2 films sur le même sujet de Sturges sont des films charnières qui annoncent chaque fois un basculement dans le western. Ici, pour, à mon avis, L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann, et ensuite, 2 ans plus tard, en 69, La Horse sauvage de Peckinpah. En fait, c'est toute la vision élégiaque des figures mythologiques de l'Ouest et on devient de plus en plus critique. Il y a comme une sorte d'éveil de conscience, forcément, par les avancées civiques, l'émancipation des femmes, des Afro-Américains, etc. Tout ce qui fait bousculer en fait la société américaine de l'époque. J'ai un dernier point sur la musique de Tiomkin. Dimitri Tiomkin, qui est un immense musicien absolument prodigieux, qui balaye vraiment énormément de films. En fait, il a été assigné à beaucoup de westerns parce que quelques années avant, il compose la musique de High Noon, donc le train sifflera 3 fois de Zinnemann. Et il invente sur ce film-là une sorte de méthode qui va répliquer un peu à chaque fois, qui est en fait le thème du film qui est décliné en ouverture, l'ouverture du film, la chanson générique. Vous allez voir que là, la chanson générique, après ça, c'est impossible de l'oublier. On la chantonne tout le temps après. C'est OK, Corral. Bon, on la chantonne tout le temps. C'est impossible de l'oublier. Et bien sûr, pour conclure, il est impossible que quelques années plus tard, forcément, les jeunes cinéphiles de l'époque, comme Sergio Leone ou Morricone, qui voyaient ça, forcément s'en sont inspirés pour tous les western spaghetti qui ont suivi. Donc je laisse la parole à mon camarade Jean-Pierre qui va vous parler du Vestavision. Alors tu confirmes, ça fonctionne ? Tu confirmes une fois de plus que le fond l'emporte sur la forme. Tiens le micro. Ça marche pas ? Voilà. Tiens, prends le mien. Bon, en stéréo, non ? Ça fonctionne. Tiens, je prends ton micro. Non, mais écoute, quand on t'écoute, mais c'est clair et ça me réconforte en fait parce que réellement le fond l'emporte sur la forme. Attention, nous sommes en pleine guerre des formats entre les majors. Et là on entre dans ma passion, celle d'offrir aux historiens du cinéma, à vous, la possibilité de découvrir les œuvres dans leur forme originelle, celle qui est souvent imposée par les majors et certainement durant la période de la guerre des formats. Et aujourd'hui, on va joindre l'utile à l'agréable. Alors, que se passait-il à l'époque où le règlement de compte à OK Corral sortait dans les salles ? Eh bien, c'est un film Paramount.
et il y avait toujours, comme avant-programme, un Popeye, un dessin animé. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est tout à fait exceptionnel de voir un Popeye en pellicule dans une salle de cinéma aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment très rare, pour des tas de raisons que je n'ai pas trop envie d'expliquer, mais vous allez découvrir, avant le film, un dessin animé au format Académie, au format à peu près carré. Mais non, mais attends, mais c'est toi qu'il faut applaudir. Bon, donc vous allez voir un dessin animé au format Académie, et c'est ce qui a donné naissance lors de la période de la civilisation des loisirs, ce qui va donner naissance au format Cinémascope. Et si John Sturges était à ce moment-là à la Fox, il aurait été dans l'obligation de tourner Règlement de compte à Hockey Choral en Cinémascope. Ce n'est pas le cas. Il va le tourner en VistaVision parce qu'il était à la Paramount. Mais je reviens un petit peu en arrière. Lors de la sortie des films en Académie, la Fox décide de commercialiser le procédé Cinémascope. Et vous êtes ici dans une salle où précisément tous ces formats permettent de se rendre compte de la valeur de cette relation fond-forme et de la raison pour laquelle les majors se sont livrés à des combats, à ce que les historiens appellent la guerre des formats. La Fox lance le Cinémascope. OK, vous avez ici un écran Cinémascope. Et vous allez voir dans quelques instants un extrait de Rivière sans retour en Cinémascope. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que vous allez voir Marilyn Monroe, c'est tout à fait génial, qui va chanter une chanson dans un saloon, et le Cinémascope impose une gestion de l'espace scénique latéral. Il y a un changement d'axe de 90 degrés dans la conception de l'espace scénique. Tous les films avant le Cinémascope étaient tournés dans un format Académie ou un format panoramique, et la conception de l'espace scénique se faisait en profondeur, forcément, puisqu'il n'y a pas de possibilité latérale. Eh bien, le Cinémascope va inverser cela de 90 degrés. Et donc, les premiers films en Cinémascope impose une analyse latérale de l'image, avec comme inconvénient intrinsèque à l'époque le manque de profondeur de champ. Et j'ai donc choisi une séquence où Marilyn chante dans un saloon, où il n'y a pas de profondeur parce qu'on est en basse lumière, et où obligatoirement l'espace scénique doit se gérer latéralement. Et dans les premières images de Règlement de compte à Hockey Choral, John Sturges est obligé de concevoir la gestion de l'espace scénique, donc c'est le passage entre le travail d'écriture et la composition d'une image. C'est pas rien pour John Sturges. Et tout doit se faire en profondeur. Et vous allez assister dans les premières images en Hockey Choral se passent dans un saloon. C'est pour ça que j'ai choisi la séquence de Rivière sans retour, qui se passe aussi dans un saloon. Et là, tout est net en profondeur, mais il n'y a pas d'espace latéral. Donc, John Sturges s'est trouvé dans l'obligation, puisqu'il était sous contrat à la Paramount, d'utiliser la VistaVision. Et quand on lit dans la littérature, je serai bref, je serai plus bref que toi, quand on lit dans la littérature aujourd'hui que le Cinémascope, c'était spectaculaire, mais que cela manquait de définition, l'image est moins nette que quoi? Comment peut-on imaginer cela? Comment peut-on se rendre compte de ce que l'on écrit, de ce que les historiens ont écrit? Eh bien, on peut s'en rendre compte lorsqu'on projette dans la forme originelle, comme ici au Palace. Et donc, vous allez découvrir une image en Cinémascope où les couleurs sont moins saturées, parce que ce sont des copies d'origine que je vous présente. C'est une vraie copie de 1954. Vous allez découvrir une image moins saturée en couleurs, moins définie, avec moins de contraste qu'en VistaVision. Et c'est la raison pour laquelle le procédé VistaVision s'appelle Motion Picture High Definition ou High Fidelity. Motion Picture High Fidelity. Et vous allez voir dans Hockey Choral une image d'un contraste extraordinaire parce que c'est une copie d'origine. Ce n'est pas une restauration, hein. C'est une vraie copie de 1957, cadeau du directeur de la Paramount. Et vous allez découvrir le film dans ce procédé qui justifie cette guerre des formats. La Paramount disait non, moi je ne veux pas de cette mauvaise image que le Cinémascope offre, moi je veux un autre procédé. Et c'est la raison pour laquelle Hitchcock, par exemple, qui était sous contrat à la Paramount, a réalisé sa meilleure film en VistaVision. Pour John Sturges, je ne suis pas sûr
qu'il ait vraiment apprécié cela. Il va savoir gérer la situation. Mais dès qu'il quitte la Paramount, il se rue vers le cinémascope. Tu parlais des 7 mercenaires, il a réalisé toute une série d'autres films, Alléluia Trail, et il va se ruer sur le spectacle cinématographique. Ce ne sera pas le cas d'Hitchcock, qui lui va préférer la VistaVision parce qu'il n'aime pas le simple fait de devoir analyser latéralement la composition de l'image. Dans un film en scope, vous allez le voir dans quelques instants, il faut analyser l'image. Que se passe-t-il à droite, à gauche, au centre? Il y a de l'action partout. Hitchcock ne voulait pas ça. Il voulait que l'on comprenne tout ce qui se passe dans l'espace scénique sans bouger la tête. Donc John Sturges était confronté à cela. Mais, alors, dernière chose, la copie que vous allez voir, c'était la meilleure copie en dépôt à la Paramount, et le directeur me dit, Jean-Pierre, donc c'était à la fin des années 70, il me dit, Jean-Pierre, vous êtes le premier à me reparler du Technicolor, de la VistaVision, on ne parle plus jamais de cela. Il prend son téléphone, il appelle son magasinier et lui dit, vous lui préparez la meilleure copie. Donc vous allez voir la meilleure copie Technicolor VistaVision de OK Corral. Et quand je projette le film dans ma petite salle de vision, le générique commence, je pensais bien que j'étais fou de joie, et il y a des taches bleues dans le générique. Et je me dis, c'est pas vrai, c'est la meilleure copie. Il y a quelques taches qui disparaissent très rapidement. En fait, ces taches, c'est un manque d'encre dans les tireuses Technicolor. Le film que vous allez voir dans quelques instants, ce ne sont pas des émulsions photographiques, ce sont des images imprimées à la lumière du jour, comme en offset. C'est imprimé comme les photos couleurs dans un livre. Voilà, donc ce sont des vraies copies en Technicolor à imbibition. Ça, c'est mon truc. Et en fait, ça, c'est mon outil. Cet outil, je l'offre aux historiens, à ceux qui analysent le fond, dans l'unique but d'analyser le fond dans la forme originelle, voulu, conçu par les producteurs et imposé aux réalisateurs. Merci pour votre attention. Jean-Pierre, là on va voir, dans l'ordre, on va voir quoi? D'abord, La rivière sans retour, Popeye. Alors, dans l'ordre, on va voir un Popeye au format Académie, donc au format presque carré. C'est ce que la Paramount présentait avant les films, avant les longs métrages. Et c'est très rare quand même, on ne fait plus jamais ça. Donc, un Popeye au format Académie, puis un extrait de Rivière sans retour en cinémascope, et la réaction de la Paramount par rapport à la qualité et par rapport aux problèmes liés au cinémascope, la réaction de la Paramount, c'est l'introduction du procédé VistaVision qui donne une image beaucoup plus définie, comme vous le savez. Donc, dans l'ordre, un Popeye, un extrait en cinémascope et OK Corral en VistaVision Technicolor. Merci. Comme c'est la dernière séance de cette saison, je voudrais quand même remercier nos deux amis, Fabrice, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Ils font ça avec beaucoup de passion. Ils ne gagnent pas d'argent. Ils nous prêtent des copies. Et donc, merci pour eux. Et tant qu'on y est, parce que c'est un vrai plaisir de voir que la salle, à chaque séance, se remplit chaque fois un peu plus. Et donc, je voudrais vous remercier parce qu'il y a des têtes qu'on voit quand même régulièrement. Et je pense que vous pouvez vous applaudir aussi. Vous le méritez. Et on vous réserve des bons films aussi la saison prochaine. Avant la saison prochaine, on a un programme d'été qui commence le 5 juillet jusqu'au 18 août avec 50 films, dont des classiques. Je ne vais pas vous les sortir là maintenant parce qu'on est pressé et que je ne les ai plus en tête, mais il y a plein de choses chouettes avec au moins un film en 35 mm qui est 12 Monkeys de Terry Gilliam, mais il y en a plein d'autres. Donc ça arrive bientôt sur le site internet et sur nos réseaux habituels. Bon film, bonne séance.